Allô tout le monde, content de vous retrouver. Alors, on a déjà exploré ensemble l'univers narratif, on a vu l'organisation du texte, les procédés narratifs. Maintenant, on est rendu à la prochaine étape, une étape super importante pour votre compte-rendu, la section observation. Et aujourd'hui, on va décortiquer les procédés lexicaux et stylistiques. OK, je veux que vous pensiez à ça comme ça. Chaque texte que vous lisez, c'est une sorte de scène d'enquête. L'auteur, c'est un peu comme s'il avait laissé des indices partout. Notre mission, c'est de jouer au détective et de trouver ces indices-là. Et ces fameux indices, eh bien, ce sont les procédés stylistiques. C'est eux qui vont nous révéler les secrets de l'histoire. Bon, notre premier indice, je les appelle les mots chargés. Ce sont des mots qui ont comme un double fond, qui cachent quelque chose de plus. On parle ici de ce qu'on appelle le vocabulaire connoté. Ça veut dire qu'un mot a un sens qui va bien au-delà de sa définition de base dans le dictionnaire. C'est un mot qui vient avec un bagage d'émotions, d'images, de jugements. Regardez bien la différence. Un auteur pourrait juste écrire « une maison vieille ». Bon, c'est factuel, c'est neutre. Mais s'il choisit d'écrire « une maison lugubre », ah, là, ça change tout. On ressent une petite frousse, une ambiance un peu pesante, non? Le mot lugubre est chargé. Il nous donne une information, mais surtout une sensation. Alors, pourquoi c'est important de repérer ça? Parce que cet indice-là, il nous aide à comprendre l'atmosphère de l'histoire. Est-ce que c'est une ambiance joyeuse, triste, angoissante? Ça nous en dit aussi beaucoup sur le ton de l'auteur et sur ce que les personnages ressentent. C'est vraiment un indice super puissant. On passe maintenant à notre deuxième indice. Pensez à ça comme quand on entend parler un témoin dans une enquête. Juste avec son accent, sa façon de parler, on apprend plein de choses sur lui. Il s'agit des variétés de langue ou des niveaux de langue, si vous préférez. Est-ce que le personnage parle un langage populaire, très familier? Ou au contraire, est-ce qu'il utilise un langage très soigné, très soutenu? La manière dont un personnage s'exprime, c'est un peu sa carte d'identité. Voici d'excellents exemples. Quand on lit « tu comprends-tu » ou qu'on voit le mot « mène » à la fin d'une phrase, on entend presque le personnage nous parler. N'est-ce pas? Ça sonne vrai, ça sonne authentique. L'auteur n'a pas besoin de nous dire ce personnage parle de façon familière, on le comprend tout de suite. Alors, à quoi ça nous sert de remarquer ça? Eh bien, ça donne la profondeur aux personnages. On peut deviner leur âge, leur milieu social, peut-être même leur niveau d'éducation. Ça rend l'histoire beaucoup plus crédible, plus vraisemblable, et ça peut même nous faire voyager dans le temps, à une autre époque. On poursuit notre enquête avec le troisième indice, les mots spéciaux. Ces mots-là, ils agissent un peu comme des marqueurs culturels bien précis, comme un drapeau planté dans le texte. Ces mots spéciaux, ce sont les emprunts, donc des mots piqués à d'autres langues, les archaïsmes, des mots un peu vieillots qu'on n'utilise plus beaucoup, ou les régionalismes, des expressions typiques d'une région. Bref, ce sont des mots qui sortent du français standard qu'on utilise tous les jours. Un bon exemple, c'est si un personnage dans une histoire qui se passe au Québec parle d'un match de hockey ou utilise une expression bien de chez nous, ce n'est pas un hasard. L'auteur a choisi ce mot-là pour une raison bien précise. Et cette raison, c'est pour donner ce qu'on appelle de la couleur locale. Ces mots ancrent l'histoire dans un lieu, dans une culture, à une époque bien définie. Ça rend le tout encore plus réel et ça nous plonge encore plus profondément dans l'univers de l'histoire. On est rendu à l'indice numéro 4. Ici, on ne regarde plus seulement les mots, mais la structure, la construction des phrases. C'est comme si on analysait l'architecture de la langue. On parle de phrases à construction particulière. Ce sont des phrases qui sortent un peu de la norme. Des fois, elles sont super courtes, comme des flashs. D'autres fois, elles sont interminables, elles s'étirent. Et ce n'est jamais un accident, c'est toujours un choix calculé de l'auteur. Imaginez cette scène. Lisez ça. La porte, le bruit. Il a couru, disparu. On sent le stress, la panique, n'est-ce pas? Le rythme est rapide, saccadé. C'est la structure même des phrases qui nous communique l'émotion de la scène, sans que l'auteur ait besoin de nous dire « le personnage avait peur ». Donc, quand on analyse la construction des phrases, on peut découvrir comment l'auteur joue avec le rythme de l'histoire. Il peut accélérer pour créer de l'angoisse ou ralentir pour créer un moment de calme. C'est un outil incroyable pour nous faire ressentir une émotion forte. On arrive à notre cinquième et dernier indice. Et celui-là, il est vraiment important. Il s'agit des images qui sont cachées dans le texte, qui sont créées par ce qu'on appelle les figures de style. Les deux qu'on rencontre le plus souvent, c'est la comparaison et la métaphore. La différence est vraiment simple, en fait. La comparaison, elle utilise un petit mot outil, comme ou tel que, pour relier deux choses. La métaphore, elle fait la même chose, mais sans ce mot outil. Elle dit que A est B. C'est une image beaucoup plus directe, plus percutante. Regardons ces exemples tirés des textes. Le lac était lisse comme un miroir. Le mot « comme » est là, c'est clair, c'est une comparaison. Mais pour « il était un vrai radeau », il n'y a pas de mot outil.
On fusionne directement l'image du garçon avec celle d'un radeau. C'est ça une métaphore. L'image est instantanée dans notre tête. Le but de ces images cachées, c'est de frapper l'imagination. Elles rendent le texte plus riche, plus vivant, plus expressif. Elles nous permettent de voir et de ressentir ce que l'auteur nous décrit. Et souvent, elles ajoutent une couche de sens plus profonde, un côté poétique ou même symbolique à l'histoire. Donc, pour votre compte-rendu, c'est simple. La mission se fait en 3 étapes faciles. Premièrement, vous trouvez un des 5 indices qu'on vient de voir dans le texte. Deuxièmement, vous citez votre preuve, donc vous copiez l'extrait exact. Et troisièmement, vous expliquez ce que cet indice nous révèle. En d'autres mots, quel est son apport à l'histoire? Qu'est-ce que ça change? Et voilà, au fond, chaque texte, c'est une enquête. Une petite énigme à résoudre. Avec ces 5 indices en main, on ne fait plus que lire. On devient des investigateurs. Vous avez maintenant tous les outils qu'il faut pour mener votre analyse. Alors, bonne enquête!